Pour débuter ensemble cette nouvelle année 2024 sur Montagne en Poésie, je vous propose la retransmission d'une rencontre avec l'auteur Anouk Lezik à la Maison de la Poésie Transjurassienne le 22 novembre dernier, dans le cadre des Petites Fugues organisées par l'Agence régionale du livre Bourgogne-Franche-Comté. Au total, 22 auteurs invités durant 2 semaines dans des établissements scolaires, mais aussi des EHPAD, des librairies, prisons, hôpitaux et bien sûr les médiathèques de la région Bourgogne-Franche-Comté. Anouk Lezik, tu es originaire de la Bresse et tu vis aujourd'hui à Paris. Le thème de la nature, au sens large, se décline dans toute sa richesse à travers les 2 ouvrages que tu as à ce jour publiés. En fait, moi, la nature, c'est pas un mot que j'utilise tant que ça. Souvent, je dis que je vais dehors, quoi, ou que je vais en forêt, ou que je vais à la mer, ou que mes livres se passent en forêt, et c'est là que j'aime être physiquement et mentalement. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as commencé par le cinéma documentaire. Oui, j'ai fait des études de lettres avant, quand même mon premier endroit c'est la littérature, quoi, en tant que lectrice. Et puis d'ailleurs, je suis venue au cinéma documentaire parce que quand j'étudiais les lettres, il y a un moment où j'en ai eu marre d'être dans le commentaire, dans les dissertations, dans les maniements de concepts et de références, et ça n'avait plus de sens. Et j'avais un besoin d'expression qui ne trouvait pas sa place là. Et donc j'ai fait les Beaux-Arts, et aux Beaux-Arts j'ai découvert la vidéo, quoi. En tout cas, ça a été un médium qui m'a plu parce que c'est un médium qui pouvait être littéraire, où je pouvais utiliser le texte, la voix off, et aussi parce que c'est un médium du temps, c'est pas fixe. Et quand on regarde un film, comme quand on lit un livre, en fait, on est dans une expérience temporelle que nous dicte l'œuvre, et ça c'est important pour moi. Et donc oui, je me suis mise à faire des vidéos documentaires, et j'ai réalisé 2 films que j'ai réalisés plutôt toute seule, pas mal improvisé et bricolé, mais abouti pour autant. un qui se passe dans la forêt amazonienne au Pérou, et l'autre qui se passe en Casamance. Et le premier est très... les 2 n'étaient pas prévus, en fait, et partaient d'un autre projet, et puis ils sont allés complètement ailleurs. Mais le premier, c'est un portrait d'un homme avec qui j'ai vécu là-bas, qui vit et travaille dans sa forêt, dans son petit village d'Amazonie. Et le second, c'est au sujet d'un projet de permaculture en Casamance. Et c'était 2 endroits où j'étais en contact avec des personnes qui travaillaient la terre à leur manière, et ça a été et c'est un fil rouge de mes recherches. En tout cas, c'est resté ton fil rouge que tu déroules toujours aujourd'hui? Oui, je m'intéresse plus particulièrement aux forêts, mais je pense que les forestiers ont en commun avec les paysans de prendre en charge et en intérêt des zones de terre, et puis ce qui y pousse, quoi. Et dans une visée non pas contemplative et non pas sans y toucher, mais en se demandant comment s'en servir sans dégrader, pour ceux qui font bien leur boulot. Et voilà, et comment nous, humains, on vit avec ça, comment on peut s'en servir et en même temps enrichir cette terre. Et voilà, et ça c'est je pense à un questionnement de fond qui nous concerne, nous tous et toutes, qui nous alimentons de toute façon, et qui respirons de l'air, quoi. Donc oui, voilà, c'est un peu ma ligne de fond, et puis que je déploie petit à petit, que j'apprends à comprendre aussi. Après tes voyages, Anouk, tu reprends des études avec un master de création littéraire qui t'amène à Paris et te permet d'aboutir ton premier livre, Felis Silvestris, que tu publies en 2022 aux éditions Le Penseur. Peu de temps après, en 2013, sort Copeaux de bois, toujours aux éditions Le Penseur.
Tes 2 livres, entre documentaire et fiction, se passent en forêt, mais de manière très différente. Félix Silvestris s'adresse à une sœur absente dont la narratrice cherche à tracer le récit d'une vie militante au cœur des forêts menacées. Félix, c'est le nom du chat sauvage en latin. Et dans ce livre, c'est le nom que prend le personnage principal, donc qui est la sœur aînée de la narratrice. Cette sœur aînée, on comprend qu'elle était dans une situation d'errance, de quête existentielle et puis d'errance physique aussi, qu'elle est un peu nomade, quoi, qu'elle allait d'un endroit à l'autre. Et donc elle atterrit dans cette forêt. Et dans une forêt, c'est une forêt occupée par une sorte de ZAD. Et donc elle intègre cette communauté comme ça en plein hiver. Et ce livre, c'est un épisode de sa vie en fait. C'est cet hiver qu'elle passe là avec cette communauté et où elle tente en fait de se reconstruire un peu, quoi. Enfin, en tout cas, elle essaye ce mode de vie-là qui peut-être l'aidera à se sentir mieux, plus à sa place que dans la vie plus normale qu'elle pouvait avoir. Et donc c'est une forêt qui est menacée par la firme, comme on l'appelle dans le livre. Et cette firme exploite le lignite et donc a déjà rasé une très grosse partie de la forêt. Et là, il reste un petit îlot que ce groupe de personnes défend. Et dans cet îlot aurait été repéré un chat sauvage par des naturalistes. Et ils ont réussi à attester la présence de chats sauvages et ça a permis de mettre un frein à l'exploitation, au projet de raser cette forêt en attendant un prochain jugement. Donc c'est grâce à ce chat sauvage et à d'autres espèces protégées que pour l'instant la forêt obtient un sursis. Et Félix, qui ne s'appelle pas comme ça quand elle arrive, elle doit se trouver un nom, parce que dans ce milieu activiste, elle doit changer de nom, elle ne doit pas garder le sien, au cas où notamment où la police arrive. Et elle lit une affiche avec cette présence du chat sauvage, et un peu comme ça, par hasard, quoi, elle lit ce mot, elle dit, bon, tiens, ça sera ça mon surnom. Donc Félix, c'est le nom qu'elle prend, c'est le nom du chat sauvage. Nous allons à présent parler de Copeaux de bois, carnet d'une apprentie bûcheronne, dans lequel, au cours d'une formation, tu croises beaucoup de personnages qui ont choisi la forêt pour vivre. Il y a toute une galerie de personnages dans ce livre et ce sont autant de rapports différents à la forêt. Donc oui, dans le lot, il y en a qui se sont retrouvés là un peu par hasard parce qu'ils étaient conducteurs d'engins et puis on les a fait bosser en forêt puis ils ont un peu appris sur le tas. En aimant plus ou moins en fait ce métier et d'autres qui sont passionnés depuis qu'ils sont gamins et qui transmettent ça aussi. Et puis après dans le cadre de la formation, là aussi c'était diversifié parce que c'est une formation, c'est un BPATF, donc un brevet professionnel agricole en travaux forestiers, spécialité bûcheronnage. Donc oui, il s'agissait d'apprendre à abattre des arbres en sécurité. Mais il y a aussi, comme c'est une formation pour adultes qui se veut professionnalisante, il y a aussi un module espace vert pour pouvoir postuler pour des jobs d'espace vert. Il y a aussi un peu de botanique, de gestion forestière. Voilà, c'était diversifié en effet. Et après, moi, j'ai choisi de faire mes stages en tant qu'ouvrière sylvicole à l'ONF. J'ai volontairement pas fait des stages de bûcheronnage pur et dur, parce que j'avais envie de faire autre chose aussi, d'apprendre autre chose. J'ai pas fait cette formation pour écrire un livre. Elle fait partie de mon cheminement en forêt et en littérature en fait. Après l'écriture de Félix Silvestris, j'avais appris des choses sur la forêt et en fait j'avais envie d'y aller, quoi, d'apprendre plus concrètement, plus et plus concrètement. Et pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est de travailler, quoi, ou de se former et d'être au contact de celles et ceux qui savent. Et au départ, j'ai voulu faire une formation en gestion forestière et pour des raisons logistiques, je ne l'ai pas fait parce que mon conseiller Pôle emploi m'a dit non, ça on ne vous le financera pas, mais regardez en Ile-de-France ce qu'il y a. Et en Ile-de-France, il y avait cette formation en bûcheronnage, qui sur le coup m'a un peu fait peur, je vais pas vous mentir. Et en fait, j'ai rencontré une nana qui était en train de la terminer, cette formation,
plus âgée, plus petite que moi, en reconversion professionnelle. Elle était agente immobilière. La patate, un enthousiasme démesuré pour la formation. Et voilà, donc elle m'a encouragée 1000 fois à la faire. Et bon, je me suis dit, bah ok, c'est donc que c'est possible. Et en plus, ça a l'air super. Donc voilà, j'y suis allée. Et comme on le disait tout à l'heure, là, j'avais une bourse là, pour un projet d'écriture documentaire sur les forêts. Mais en fait, cette bourse, je l'ai eue en cours de route. J'avais déjà commencé la formation. Et bon, quand j'ai eu cette bourse et puis que je leur ai présenté ce que je faisais finalement, c'est-à-dire que j'allais pas juste aller me promener dans les forêts, mais que je faisais cette formation et que je comptais pas l'arrêter. Et ben en fait, les financeurs de cette bourse ont trouvé ça super, cette histoire du bûcheronnage, tout ça. Donc j'ai eu la bourse en plein. Et puis voilà, et puis mon projet est devenu ça, mais ça s'est fait petit à petit en fait, parce que je prenais plein de notes en me disant ça me servira bien à quelque chose un jour, mais je ne savais pas quelle forme ça prendrait, et pas forcément la forme d'un journal en fait. Et c'est en mettant bout à bout ces notes que je me suis dit, bon bah en fait, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant là dans cette matière brute. Il n'y a pas forcément besoin d'en faire une fiction par exemple. Et après, peut-être que une partie de ces notes me serviront, enfin, oui, de ce que j'ai appris me serviront peut-être pour des éléments de prochaine fiction, mais en tout cas, voilà, là, la forme du journal s'est imposée. Et voilà, puis j'ai terminé ma formation dans la foulée, et puis c'est pas un point final. Je vais continuer à apprendre en forêt, j'espère bosser en forêt et écrire en même temps. Est-ce que tu pourrais nous lire le discours inaugural de Max Antoine ? Bonjour à tous et à toutes. Je vois qu'il y a 2 femmes, c'est bien. Moi je m'appelle Max Antoine. Je suis votre formateur en bûcheronnage, c'est moi que vous allez voir le plus souvent. Je suis votre référent principal cette année, ok ? Je m'appelle Max Antoine, j'ai 37 ans, je suis pas écolo, je suis écologue. Mes passions, ma femme, ma chienne, mes tronçonneuses, et mes enfants, bien sûr. J'ai 2 petits garçons, ils sont magnifiques. Ça va être des tombeurs plus tard. Moi, je suis un putain de bûcheron. Je suis un putain de chasseur. Je suis représentant chez Style aussi. Je pourrais vous avoir des prix. Mon parcours. J'ai fait un bac pro forêt dans une super école. Ensuite, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature. Les oiseaux, les tritons, gna gna gna. Ouais, tout ça, je connais aussi. Ensuite, j'ai fait un CAP bûcheron et j'ai été élagueur avec mon frère. Maintenant, avec ma petite femme, on gère un domaine. On organise des événements, des concerts, des brunchs. L'été, c'est super. Il y a un parc avec des grands frênes, une mare, des poules. Les enfants, ils kiffent. Je vous y emmènerai. Moi, je suis un personnage. Vous êtes des personnages. Et je vais tout vous apprendre sur les forêts. Plus tard aussi, je vous raconterai comment j'ai séduit ma femme. Ma femme, c'est la plus belle du monde. Allez, à vous de vous présenter. Vous me dites votre âge, votre sexe, ce que vous faisiez avant, où vous habitez, si vous êtes en couple, votre religion, votre régime alimentaire, si vous avez déjà touché à une tronçonneuse ou pas. Et puis aussi ce que vous foutez là. Je veux que vous me balanciez tout. Vous avez le droit de rire, vous avez le droit de pleurer. Bonjour, je m'appelle Anouk, j'ai bientôt 30 ans. Je vis à Paris, en couple. J'ai fait des études de lettres et d'art, un peu de vidéo. Je suis autrice, j'écris sur les forêts. J'en ai marre de lire des trucs pas précis. Alors je voulais faire un peu de terrain, mettre les mains dans le cambouis, histoire de mieux savoir de quoi je parle. Puis j'aime ça tout simplement, passer du temps en forêt. Avoir une activité physique aussi. J'aime bien mettre à l'épreuve. Voir si je tiens le coup à bosser dehors en hiver. J'ai jamais touché à une tronçonneuse, mais je veux bien apprendre. Et je suis plutôt végétarienne. Max Antoine dit « C'est bien, Anouk, c'est une très bonne démarche. Avec moi, tu vas apprendre plein de choses. Par contre, va falloir aussi couper des arbres, ok ?» Vous êtes bien sur Montagne en Poésie, au cours de la retransmission d'une rencontre à la Maison de la Poésie Transjurassienne avec Anouk Lezik à propos de son livre Copeaux de bois, carnet d'une apprentie bûcheronne. Anouk, est-ce que ce livre ne serait pas d'abord ton carnet d'enquête autobiographique ? Autobiographique, oui, parce que ça parle de moi. En anthropologie, on parle du carnet noir, je crois, de l'anthropologue, qui est le carnet qui fait en off de sa recherche. Bon, moi, ça peut correspondre un peu à ça, en fait.
Mais après, ou alors plutôt un mix des deux. En fait, je mélange à la fois le sujet d'apprentissage et ce que j'ai ressenti en le faisant. Donc oui, ça marche. Le sujet d'apprentissage et ce que tu as ressenti, du coup, c'est presque deux personnages, c'est-à-dire le personnage qui est dans l'apprentissage et le personnage qui écrit. Oui, dans les faits, de toute façon, le moment de l'apprentissage, et particulièrement avec une tronçonneuse à la main, on est dans le moment tout à fait présent, quoi, dans l'action, dans le fait de faire les choses bien. Et donc, à ce moment-là, je ne suis pas du tout en train, c'est sûr, d'analyser ce que je ressens, ni ce que je pense, ni quoi que ce soit. Ça, oui, c'est ce que me permet l'écriture en second temps. Ou sinon, juste c'est ce que j'aurais fait dans ma tête. Mais là, ça a fait partie de mon expérience d'écrire au fur et à mesure parce que même dans les moments plus difficiles, en fait, je savais qu'il y avait un moment où j'allais pouvoir le raconter. Et en fait, ça aide à bien vivre le truc, quoi. Ce qui est intéressant, c'est ce va-et-vient, je trouve, entre l'écriture dans ta chambre et puis le terrain. Et je trouve que ça fait beaucoup la richesse de Copeaux de bois. Et puis c'est aussi les arbres, la forêt, puis c'est aussi le papier, la feuille sur laquelle tu écris. Je tenais à ce que cette matérialité-là de l'écriture soit présente aussi. Parce que de la même manière que je parle des métiers forestiers, eh bien je tenais à parler un peu de ce que c'est aussi d'écrire en fait. Et ça dépend aussi de financement qu'on reçoit, parce qu'il n'y en a pas de salaire sinon de toute façon. Ça fait partie du livre en fait. Et oui, les moments d'écriture ou les moments où on me renvoie que je suis écrivaine, eh bien ça a fait partie de ma formation et c'était aussi une manière d'être honnête, quoi, en parlant, parce que pendant ma formation et pendant mes stages, je le disais à chaque fois que j'étais écrivaine. Je disais pas que j'étais en train d'écrire un livre parce que je le savais pas vraiment non plus. Puis j'avais pas envie que... Enfin, je disais pas que j'étais en train d'écrire ce livre parce que ce livre n'existait pas de toute façon. Puis je voulais pas non plus fausser complètement les rapports, parce que si je disais aux gens, je suis peut-être en train d'écrire sur vous, eh bien je pense que ça allait changer quelque chose. Par contre, en écrivant, j'ai tenu à rester toujours respectueuse de ces personnes telles que je l'étais dans la vraie vie, et d'être capable de leur faire lire en fait, et de leur envoyer mon livre et tout ça. Donc ça, c'était ma ligne de conduite vis-à-vis de l'écriture. Tu parles justement de l'écriture, moi j'aimerais qu'on parle des procédés littéraires en fait que tu utilises et qui sont ce lien que tu fais sans arrêt entre la narration, les dialogues, avec en même temps la présence du vers libre, parce que quand on le lit, est-ce que vous l'entendez que c'est écrit en vers libre? Pourquoi t'écris en vers libre? Qu'est-ce qu'un vers libre? Ouais, déjà oui. Ce sont des vers, donc, comme en poésie, quoi, tels qu'on les connaît, avec on va à la ligne à chaque fois, sans que ça dépende forcément de la ponctuation. Sauf que ce sont des vers qui ne sont pas conditionnés par une forme poétique préétablie. Ce ne sont pas des alexandrins, ce ne sont pas des quatrains ou des tercets. Ouais. Et là, là, c'est complètement random, quoi. Enfin, il n'y a pas d'équilibre recherché, si ce n'est le rythme, mon rythme interne, quoi. Et il y a très peu de ponctuation. Donc je peux répondre à la question que tu as lancée à l'Assemblée avec la voix de ma mère à qui je l'ai fait lire, et elle avait lu une 20aine de pages, et je lui ai dit alors ça te gêne pas le fait qu'il n'y ait pas de ponctuation, et puis elle m'a dit j'avais même pas remarqué. Oui. Et donc ça pour moi c'était un bon crash test pour voir si c'était lisible malgré cette absence-là. Et en fait je pense que là c'était une forme qui me permettait déjà de rester proche des notes que je prenais, et donc dans cette énergie-là de plein d'apparitions, et qui sont des apparitions visuelles mais aussi auditives, des phrases que j'entends et qui ensemble forment la situation. Et en fait je crois que ça aurait été complètement artificiel là
d'écrire des phrases, des phrases classiques, et en fait ça aurait rompu le rythme aussi. Et puis je crois aussi là que le fait d'enchaîner les phrases ou les bouts de phrases comme ça me permet aussi parfois de désamorcer des procédés un peu humoristiques, j'espère. D'avoir quelqu'un qui balance une phrase, et puis moi ça me permet de faire un petit commentaire en dessous par exemple. Et ça, une narration classique ne me l'aurait pas permis de la même façon. Donc c'était à la fois vraiment ma forme de base d'écriture à partir de mes notes, et ensuite je l'ai retravaillé pour que le rythme soit le plus juste possible. Bon, après ça c'est une musique intérieure qui peut en effet avoir quelque chose d'un peu théâtral avec ce mélange de voix, quoi. J'aimerais pour terminer que tu nous lises cette belle mise en abîme du geste d'écriture à travers le motif de l'herbier que tu développes. Herbarium. Dernier jour pour finir mon herbier. Je me lève encore plus tôt, me couche encore plus tard, pour trier, nommer, coller des feuilles d'arbres. Et j'adore ça, c'est super beau. Les sécher, c'est tout un art. Il faut s'en occuper tous les jours, comme un petit animal. Leur donner du journal pour absorber, les presser, mais pas trop. Et avant ça, les récolter patiemment. À chaque balade, penser au sécateur et au carnet. Observer, repérer. Couper le rameau en biseau après le nœud. Jamais un individu isolé, jamais une espèce rare. Noter la date, le lieu, l'altitude. Les caractères invisibles de type odeur, texture. On peut aussi récolter les fleurs, les chatons, les bourgeons. Étiqueter, numéroter, reconnaître un à un les échantillons. Et une fois séché, collé, légendé, c'est un herbier, autant qu'un journal intime. Finalement, est-ce que cet herbier, c'est pas la clé de ton livre, de ton œuvre, comme un jardin botanique et littéraire? Est-ce que cet objet transitionnel où tu te sers des arbres, est-ce que c'est pas un objet transitionnel où tu te sers des arbres pour faire des livres? Oui, c'était en tout cas c'était un fil rouge. C'était aussi un travail qu'on nous a demandé scolaire, quoi. Il fallait qu'on présente cet herbier pour avoir notre diplôme, en plus de l'examen d'abattage et quelques autres travaux. Et c'est vrai que c'est oui, comme ce que je viens de lire, en fait, cet herbier, je l'ai beaucoup investi parce que c'était un moment qui synthétisait un peu ce que je ramenais de la forêt et les nouveaux noms que j'avais appris, en fait. Ça ramenait à la fois de la matière et du langage. Et c'était un autre objet traditionnel, puisqu'il y avait celui-là aussi. Mais c'était en parallèle de l'écriture, et voilà, et c'est un objet que je vais tâcher de continuer aussi. On conclut cette émission par une dernière lecture. Le soir, je retrouve refuge dans mon herbier, mais je continue de ruminer mes foirages. Il faut que je me fasse à l'idée. J'abats mal, mais j'arborise bien. Et j'écris de belles légendes. Après tout, je suis autrice, pas bûcheronne. Et puis si je bosse un jour en forêt, ça sera en sylviculture ou en gestion. C'est peut-être mieux comme ça. Ça me freine dans mon élan destructeur. Oui, c'est vrai, je me suis peut-être un peu rendu service en me chiant dessus pour l'examen. À 1h40, j'abandonne l'idée de finir l'herbier. J'ai déjà fait bien plus que ce qui m'a été demandé, et ce travail est sans fin. J'aimerais l'avoir commencé depuis toujours, ramener des rameaux de plein de pays. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Réveil dans 4 heures, dernier jour au centre. Et ensuite, je vais continuer à apprendre, je vais me remettre à écrire. Et le jour où j'aurai un bois, ou qu'on fera appel à moi, j'aurai oublié l'examen, et je pourrai dire « Oui, je peux couper ces arbres, pour avoir de quoi nous chauffer cet hiver, et faire entrer la lumière. » Montagne en poésie se termine. Merci à Anouk Lezik et au Festival des Petites Fugues d'avoir permis cette belle rencontre qui faisait suite à celle du 16 novembre avec Thomas Vinault, autre poète, à retrouver en vidéo sur Média 39, chaîne YouTube de la Maison de la Poésie. Alors, à bientôt sur Montagne en poésie. Et d'ici là, restez curieux.